Les études montrent que, selon une étude, selon les scientifiques disent, mais la meilleure que j'ai entendue, check bien ça, selon la science. Le gars, c'était la science, Chris. Bref, dans le monde de l'entraînement, de l'alimentation, de la santé en général, malheureusement, la fausse science et la distorsion de la science sont monnaie courante. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va apprendre comment comprendre une étude scientifique. On va penser aux fabricants de suppléments qui vendent des ingrédients sur lesquels il n'y a pratiquement aucune recherche qui a été faite sur les humains. Par exemple, le café vert. Comme si les effets étaient aussi bien établis qu'un supplément comme la créatine, par exemple, sur lesquels il y a des centaines d'études faites sur les humains. Le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, quand on creuse un petit peu plus, ce que les gens en marketing mentionnent mène réellement à une étude scientifique. Par contre, il est là le problème, c'est que toutes les études ne se valent pas. Il faut savoir évaluer différents aspects de l'étude, comme sa provenance, son applicabilité et sa pertinence clinique par rapport aux effets rapportés. Puis pour comprendre une étude et son lien avec les autres recherches faites antérieurement sur le même domaine, on a besoin de lire beaucoup plus que seulement le résumé, qu'on appelle aussi l'abstract en anglais. Le contexte de l'étude est une importance capitale quand on discute des résultats d'une nouvelle étude. C'est pour cette raison-là que les résumés sont souvent trompeurs. Il existe plusieurs types d'études, puis je vais t'aider à mieux comprendre en mettant l'accent sur la recherche expérimentale. Il existe aussi plusieurs façons de faire une bonne action, comme liker la vidéo, partager la vidéo et t'inscrire à la chaîne. Les études randomisées à double insu et contrôlées avec un placebo sont généralement considérées comme la norme en recherche biomédicale. Dans ce type d'études-là, les participants sont assignés au hasard soit un groupe d'intervention qui va recevoir l'intervention ou le produit qu'on veut tester, soit un groupe contrôle qui va recevoir un placebo ou qui ne va pas faire l'intervention. Il faut savoir que ni les participants ni les chercheurs qui dirigent le projet savent dans quel groupe appartient quel participant. Si une étude n'a pas ces critères-là, on peut déjà douter de sa fiabilité. Maintenant, un papier ou un article scientifique est divisé en plusieurs sections. Ces sections-là varient entre les papiers, mais sont généralement un résumé, une introduction, une section sur la méthodologie qui fournit les données sur la population étudiée, la conception de l'étude, puis parfois sur les choix qui ont été décidés afin de lancer l'étude. Puis finalement, on a la conclusion qui inclut généralement les résultats de l'étude et la discussion. Commençons par le résumé ou qu'on appelle souvent aussi l'abstract. Le résumé, comme son nom le dit, c'est un résumé qui couvre les principaux points d'une étude. Comme la plupart du temps, il y a beaucoup d'informations à regrouper en seulement quelques lignes. Un résumé, ça peut être involontairement trompeur parce que ça ne fournit pas le contexte de l'étude. Un résumé, ça précise rarement les limites d'une expérimentation ou de quelle façon les résultats sont applicables au monde réel. Donc, avant de citer une étude pour démontrer un point dans une discussion, un débat ou un article, il faut toujours s'assurer de lire le document au complet. Parce qu'en analysant les résultats de l'étude, on peut se rendre compte que la démonstration peut être faible. Ensuite vient l'introduction qui sert à préparer le terrain. C'est là que la problématique est exposée. En passant, la problématique, c'est une question de recherche en sciences. Ce que les auteurs espèrent répondre à la fin de l'expérimentation. Une problématique, ce n'est pas un synonyme au mot problème. Alors, quand on parle d'une problématique en recherche, on fait référence à la question de recherche. C'est également dans l'introduction que les auteurs vont résumer généralement les précédentes études dans le domaine, puis expliquent pourquoi ils ont décidé d'y aller de l'avant dans l'investigation de ce sujet précis. La lecture de plusieurs études sur un sujet donné va évidemment nous fournir plus d'informations, plus de données. Par exemple, si tu lis une étude qui a examiné l'effet de la créatine sur la testostérone et que tu as trouvé une augmentation de la testostérone, 100% de tes données indiquent que la créatine augmente la testostérone. Mais si tu lis 10 études qui ont examiné l'effet de la créatine sur la testostérone, puis qu'une seule a constaté une augmentation de la testostérone, maintenant, 90% de tes données indiquent que la créatine n'augmente pas la testostérone. C'est un exemple simple qui démontre deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas se fier à une seule étude pour se forger une opinion. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas non plus une question du nombre d'études qui ont trouvé un effet comparativement au nombre d'études qui n'ont trouvé aucun effet. Et c'est là que les méta-analyses entrent en jeu. Mais cependant, c'est beaucoup plus compliqué que la simple comparaison des résultats d'une étude à une autre sur le même sujet. Une méta-analyse, ça va prendre en considération plusieurs critères comme la conception de l'étude, le nombre de participants à l'étude, les biais qui peuvent affecter l'étude plutôt que de réduire seulement une étude à un résultat positif ou négatif ou pour ou contre. D'ailleurs, en science, il n'y a pas de pour ou contre.
il y a une expérimentation, une observation, les résultats de l'observation. Malheureusement, et ce n'est pas une surprise, il est courant pour les compagnies, certains professionnels de la santé de choisir des études en fonction de leurs idées ou de leurs croyances au lieu de prendre en compte l'état global de la question. On appelle ça du cherry picking. Si on prend l'exemple de la créatine, si une compagnie veut te vendre sa créatine en mentionnant que ça va augmenter ta testostérone, bien, ils vont citer la seule étude qui a trouvé l'augmentation de la testostérone. Ils vont certainement pas mentionner les 9 autres études qui ont trouvé aucune augmentation. C'est malheureusement ce qui arrive avec pratiquement tous les suppléments et beaucoup de gens dans le domaine de la santé, que ce soit en entraînement ou en alimentation, tombent dans le panneau. Et c'est malheureusement ce qui arrive trop souvent aussi chez les gens qui se servent de la science pour démontrer leurs croyances. Ils lancent des études qui vont dans le sens de leur point de vue. Ce qui arrive, c'est que ça devient un débat de qui a lu quelles études. C'est du cherry picking. En alimentation, avec toutes les modes, tous les différents types de diètes comme la diète cétogène, le jeûne intermittent ou n'importe quel régime populaire qu'on entend parler, bien, c'est facile de trouver des études qui vont montrer que la diète fonctionne. Puis c'est tout aussi facile de trouver des études qui démontrent que la diète ne fonctionne pas. C'est donc super important, si tu te considères comme quelqu'un de critique, d'intègre, de regarder l'ensemble de ce qui a été démontré sur le sujet en laissant de côté ce que tu croyais au début. C'est malheureusement beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puis certaines personnes sont malheureusement simplement incapables de le faire. Trop souvent, on voit des débats et la seule chose qu'on voit, c'est deux camps qui se lancent des études, une après l'autre, OK? Dans ce cas-ci, c'est tout sauf avoir l'esprit scientifique. Ceci étant dit, il faut garder à l'esprit que les compagnies ou les professionnels de la santé ne sont pas les seuls à faire du cherry picking. Les chercheurs eux-mêmes le font parfois aussi. Puis dans ce cas-ci, si tu vois un papier qui sort des sentiers battus, bien, c'est toujours bon de, premièrement, regarder en détail le papier, comme mentionné plus haut, et deuxièmement, faire tes propres recherches pour voir si l'auteur n'a pas seulement choisi des études qui vont dans la direction de ses résultats. C'est malheureusement quelque chose qui se passe plus régulièrement qu'on pourrait le croire. Passons maintenant à la section méthodologie d'un papier scientifique qui va fournir les informations sur la conception de l'étude, les participants. Idéalement, ça devrait être assez clair et détaillé pour que d'autres chercheurs puissent répéter l'étude sans avoir à contacter les auteurs. Cette section-là est super importante pour déterminer les forces et les limites de l'étude qui vont affecter comment les résultats de l'étude doivent être interprétés. La section sur la méthodologie commence généralement par fournir des infos sur les participants tels que l'âge, le sexe, le mode de vie, l'état de santé, la méthode de recrutement également. Ces informations-là vont nous aider à décider si l'étude va être pertinente puis si les conclusions peuvent être applicables sur le terrain par la suite. Parfois, dans la partie qui comprend les informations démographiques, ça peut être assez long en passant, donc on pourrait être tenté de les ignorer. Par contre, les infos sur la population vont affecter à la fois la fiabilité de l'étude et son applicabilité par la suite. C'est pour ça que c'est super important de la lire. Comme par exemple, encore une fois, si une étude démontre que la créatine augmente la force musculaire, mais que l'étude a été menée chez des sportifs de haut niveau, bien, on ne peut pas conclure que la créatine augmente la force musculaire chez des femmes de 60 ans et plus. La population est super importante à ce qui a trait au lien avec la conclusion. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à extrapoler d'une population à une autre. Donc, si ça fonctionne avec Simon, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner avec Ginette. Tu dois donc trouver des études qui ont une population qui se ressemble pour les comparer l'une avec l'autre. Ça nous amène maintenant à la fiabilité de l'étude. Plus la taille de l'échantillon d'une étude est importante, c'est-à-dire plus elle a de participants, mais plus les résultats de l'étude vont être fiables. Il faut savoir qu'en général, une étude va perdre son lot de participants pendant l'expérimentation. C'est normal. Les études sur l'alimentation ont généralement un nombre assez important d'abandon. Pour ce qui est de l'information sur la population, bien, ça va généralement indiquer si les personnes ont été exclues d'études et si oui, pour quelles raisons. Le plus souvent, la raison, c'est l'existence de ce qu'on appelle un facteur de confusion ou une variable confondante. Par exemple, si tu étudies l'effet d'un programme d'entraînement en musculation sur la masse musculaire, bien, tu ne veux pas que certains participants prennent des suppléments qui vont influencer sur la masse musculaire pendant que d'autres n'en prennent pas. Tu veux soit que tous les participants prennent les mêmes suppléments ou que aucun participant prenne aucun supplément. Si tu étudies, par exemple, l'effet d'un supplément sur la masse musculaire, bien, tu veux que tous les participants suivent le même programme d'entraînement. Par la suite, une étude peut avoir plusieurs groupes dans la même étude. Tu peux avoir, par exemple, une étude sur l'effet d'un programme d'entraînement en musculation
avec 4 groupes qui sont différents. Premier groupe, c'est un programme d'entraînement en musculation sans supplément. Deuxième groupe, programme d'entraînement en musculation avec supplément. Troisième groupe, aucun entraînement, aucun supplément. Quatrième groupe, aucun entraînement avec supplément. Plus il y a de groupes, plus il va être facile d'isoler la variable qu'on veut mesurer. Mais si l'étude comporte 4 groupes au lieu de 2, pour que chaque groupe conserve le même échantillon, le même nombre de participants, on a besoin de 2 fois plus de participants, ce qui va rendre notre étude beaucoup plus chère, beaucoup plus difficile à réaliser. Les différences entre les participants sont également variées et variables, donc ça augmente le risque de facteurs de confusion. C'est pourquoi les études sur des souris utilisent des spécimens qui sont génétiquement très proches l'une de l'autre. C'est aussi pour cette raison-là que les essais sur des humains tentent rarement de tester une intervention sur un échantillon qui est diversifié. Comme par exemple, pendant ma maîtrise, la population était des femmes obèses post-ménopausées. Ça veut dire qu'on ne peut pas extrapoler les résultats à une autre population que les femmes obèses post-ménopausées. Donc, plus notre échantillon est grand, plus on peut avoir des groupes dans l'étude. Plus il y a de groupes, bien, plus ça va nous aider à isoler les variables plus facilement l'une de l'autre. On peut même créer plus de groupes une fois l'étude terminée en effectuant une analyse de sous-groupes qu'on appelle. Par exemple, si on fait une étude d'observation sur l'effet de la viande rouge sur des milliers de personnes, on peut ensuite séparer les données, par exemple hommes, des données pour les femmes, exécuter une analyse séparée sur chaque sous-ensemble de données. Toujours dans la section méthodologie, c'est également là que c'est mentionné comment l'étude a été menée, ce qu'on appelle le protocole. C'est ici qu'on peut connaître, par exemple, la durée de l'étude, les dosages utilisés dans l'étude, le plan d'entraînement qui a été utilisé, ainsi de suite. Idéalement, comme j'en ai parlé, cette section-là devrait être tellement claire et détaillée que d'autres chercheurs puissent répéter l'étude sans même avoir à contacter les auteurs. La section sur la méthodologie va se terminer généralement par une discussion approfondie sur les statistiques. Bon, les statistiques sont un domaine d'étude en soi. Alors, on va juste parler globalement pour comprendre les concepts de base. Premièrement, on voit souvent 2 sources de confusion par rapport aux statistiques d'une étude. En lisant une étude, parfois, on peut voir qu'un effet a été significatif, mais pour découvrir par la suite que l'effet était très, très minime. Deuxièmement, on peut parfois voir qu'aucun effet n'a été trouvé, mais quand on lit les résultats de l'étude, on se rend compte que le groupe d'intervention a par exemple perdu plus de poids que le groupe placebo. Donc, pourquoi un effet minime est significatif et parfois un effet non significatif peut être grand? Une raison qui est simple à ça, c'est que les scientifiques, en général, ne parlent pas toujours le même langage. Ça peut malheureusement porter à confusion. Parlez-en à certains journalistes qui écrivent sur des résultats d'une étude. Quand tu regardes l'étude, tu te rends compte qu'ils n'ont absolument rien compris. En science, significatif ne signifie pas important. Ça signifie statistiquement significatif. Il y a une différence à faire entre les deux. Dire qu'un effet peut être significatif, mais très, très faible. Par exemple, si on remarque qu'un groupe d'une étude a perdu une demi-livre sur un an, l'effet peut être significatif statistiquement, mais non pertinent cliniquement. Ça va avoir aucun effet sur la santé, cette perte de gras-là. En science, aucun effet veut dire aucun effet statistiquement significatif. C'est pourquoi on peut lire les résultats d'une étude et voir une augmentation ou une diminution, mais que dans la conclusion, aucun effet significatif a été trouvé. Il peut y avoir des changements, mais ne sont pas toujours significatifs. En d'autres termes, il y a peut-être eu des changements, mais si faibles qu'ils peuvent être dus à une fluctuation aléatoire. Vu précédemment dans la section sur les participants que plus la taille de l'échantillon était grande, plus fiables vont être les résultats. Donc, plus la taille de l'échantillon d'une étude a de participants, plus il va être facile de discerner les petits effets qui sont importants ou non. Un petit changement est moins susceptible d'être dû à une fluctuation aléatoire quand on le trouve dans une étude portant sur 1 millier de personnes, par exemple, que dans une étude avec seulement 10 personnes. Ça explique pourquoi une méta-analyse peut trouver des changements significatifs en regroupant des données de plusieurs études qui, indépendamment, ont trouvé aucun changement significatif. Bon, ça commence à faire longtemps, là. Bon, ça achève. Okay. Vers la fin de l'article scientifique, on retrouve la section des résultats. C'est ici que les chercheurs discutent des résultats principaux, ce qui les intéressait le plus dans l'étude. Ça peut être tentant d'aller directement lire la section sans avoir lu les autres, mais ça pourrait conduire plus souvent qu'autrement à une mauvaise interprétation, donc la propagation de la désinformation. On ne veut pas ça. Il ne faut jamais lire les résultats sans d'abord lire la section sur la méthodologie pour savoir comment les chercheurs sont arrivés à une telle conclusion. Une des premières choses à rechercher dans la section des résultats, c'est la comparaison des caractéristiques entre les groupes testés. S'il y a des grandes différences dans les caractéristiques de base après la randomisation, ça peut signifier que les deux groupes ne sont pas vraiment comparables en fait.
différences-là peuvent être résultat du hasard ou de la méthode de randomisation qui a été utilisée et qui a été mal appliquée. Les chercheurs doivent également signaler les taux d'abandon et de rétention dans une étude. La vie étant scalée, la plupart des études perdent des participants pour toutes sortes de causes, que ce soit pour des causes personnelles ou des gens qui n'ont pas suivi les instructions de l'étude comme il faut. Les chercheurs vont utiliser plusieurs méthodes pour la collecte de données qui peut aller du simple questionnaire à la prise de sang, à la charge qui a été soulevée au bench press. Les résultats-là peuvent être affichés sous forme de tableaux, de graphiques. Puis, il faut toujours s'assurer de vérifier l'axe vertical de l'échelle sur laquelle les résultats ont été représentés. Parce que ce qui peut ressembler à première vue à un grand changement peut être en fait être très mineur. C'est facile de changer l'axe pour laisser présager un grand changement. Mais si on regarde l'axe vertical, par exemple, si on reprend l'exemple de la perte de poids de 0,5 livres, si l'échelle est divisée à 0,1 livre, bien, les changements sur le graphique vont paraître beaucoup plus grands qu'ils le sont en réalité. La section des résultats peut également inclure une analyse secondaire telle qu'une analyse de sous-groupe ou une analyse de sensibilité. Comme on l'a vu à la fin de la section des facteurs de confusion, on peut faire l'analyse uniquement sur un sous-groupe de participants. Par exemple, si une étude comprend des hommes et des femmes de tous les âges, on peut effectuer notre analyse seulement sur des données chez les femmes ou des données chez les gens de 65 ans et plus pour voir si on obtient un résultat différent entre les groupes. Pour l'analyse de sensibilité, on va vouloir vérifier si les résultats restent les mêmes quand on effectue une analyse différente ou lorsque, comme dans une analyse de sous-groupe, on exclut certaines données. Dans l'exemple d'une méta-analyse, on pourrait supprimer une étude, relancer la méta-analyse pour voir s'il y a des changements dans les résultats. Il ne faut pas oublier que la fiabilité d'une étude dépend toujours de son échantillon. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que si on exclut certains participants de notre analyse, la taille de l'échantillon va diminuer et le risque de faux positifs peut augmenter. Ça veut aussi dire que si on joue assez avec les données, on peut éventuellement obtenir un résultat qui va être positif, qui va aller en lien avec ce qu'on veut faire dire à l'étude. Si on prend un exemple extrême pour illustrer le point, c'est disons qu'un chercheur a payé pour démontrer qu'un supplément fonctionne pour la perte de poids. On va appeler ce supplément-là le Super Fat Blaster. Bon, le chercheur a testé le Super Fat Blaster chez 20 participants, des hommes, des femmes entre 21 et 87 ans. Malheureusement, sur les 20 participants, un seul participant a perdu du poids, puis c'est une femme de 65 ans. C'est peut-être notre Ginette de tantôt, en fait. Le chercheur peut donc décider de réaliser une analyse de sous-groupe en excluant tous les hommes ainsi que toutes les personnes âgées de moins de 65 ans. Donc, dans son analyse, il va pouvoir conclure que le Super Fat Blaster est efficace chez les femmes de 65 ans. C'est ça, jouer avec les données. Malheureusement, ça arrive. On arrive maintenant à la conclusion. Parfois, la conclusion est partagée entre la section résultats et discussions. Ça dépend de la façon dont l'article a été écrit. Dans la section des discussions, les auteurs vont exposer la valeur de leur travail. Ils vont aussi généralement clarifier leurs interprétations des résultats ou émettre l'hypothèse d'un mécanisme d'action, le pourquoi ils ont obtenu de tels résultats. Souvent, ils vont comparer leurs études aux études précédentes et suggérer des nouvelles pistes qui pourraient être menées sur la base des résultats de leur propre étude. C'est super important de se rappeler qu'une étude n'est qu'un élément du puzzle. Les chercheurs veulent se situer leurs études avec ce qui a été déjà fait sur le sujet. Les auteurs doivent donc préciser les forces, les faiblesses de leurs propres études. Il faut donc être critique ici, message aux journalistes, et ce qu'ils ont laissé de côté, les limitations qui auraient pu influencer les résultats. Comme pour l'introduction, la conclusion va nous fournir le contexte, les informations pertinentes à l'étude. Si on se rend compte que les chercheurs extrapolent des données démographiques qui dépassent le cadre de leurs études ou vont surestimer les résultats, il ne faut pas avoir peur de relire l'étude, en particulier la section sur la méthodologie. Les conflits d'intérêts sont généralement divulgués après la conclusion. Les conflits d'intérêts peuvent se produire quand les gens qui conçoivent, mènent ou analysent une étude ont des motifs pour trouver certains résultats qui iraient à leurs avantages. La source la plus évidente d'un conflit d'intérêts est bien évidemment financière. Quand une étude a été financée par une entreprise ou l'un des auteurs travaille pour une entreprise, on s'entend que les chercheurs veulent que les résultats aillent dans la direction qui va les avantager. Malheureusement, il y a une étude qui a suggéré que la non-divulgation de certains conflits d'intérêts que c'était quelque chose qui était assez commun. De plus, ce qui est considéré comme un conflit d'intérêt par un journal peut ne pas l'être pour un autre journal, puis certains journaux peuvent avoir eux-mêmes des conflits d'intérêts
Et malheureusement, les journaux scientifiques n'ont pas à divulguer leurs propres conflits d'intérêts. Par exemple, un journal d'un pays qui exporte beaucoup d'une certaine herbe peut avoir des raisons cachées de publier des études qui soutiennent les avantages de cette herbe-là. Donc, c'est pas parce qu'une étude porte sur une herbe générale et pas un produit spécifique qu'on peut supposer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il faut faire attention avec les conflits d'intérêt par contre parce qu'il ne faut pas automatiquement présumer que s'ils n'existent pas juste parce qu'ils ne sont pas divulgués, mais de l'autre côté, il ne faut pas supposer non plus qu'ils vont influencer nécessairement le résultat s'ils existent. Comme on l'a vu dans la section sur les participants, les résultats d'une étude s'appliquent rarement à tout le monde. Par exemple, les premières études sur la glutamine ont été menées sur des grands brûlés qui avaient des carences de glutamine à cause de leurs blessures. Des études publiées par après ont montré que les personnes qui ne sont pas en carence de glutamine vont pas bénéficier des mêmes effets, des mêmes avantages que les victimes de brûlures. C'est normal de choisir intentionnellement un certain groupe quand on est à la recherche d'une solution qui est propre à ce groupe-là, qui est propre à un type de patient spécifique. Mais ça peut aussi être une stratégie pour promouvoir certains résultats. C'est pour ça que c'est pas rare de voir que des nouveaux produits comme des fat burners par exemple soient soutenus par des études qui vont recruter qu'un seul type de participants, sauf que même si ça fonctionne pour un certain type de population, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur un autre. Et quand les journalistes publient ce genre d'études-là sans lire ou comprendre la section sur la méthodologie, bien, ça finit que les gens sont induits en erreur, sont mélangés, puis certains se mettent même à douter de la science. Il ne faut jamais supposer que les médias ont lu toute l'étude. D'ailleurs, il y a une enquête qui a évalué la qualité des conseils diététiques donnés dans les journaux nationaux en Grande-Bretagne. Ça a révélé qu'entre 69 et 72 % des conseils de santé véhiculés dans les médias étaient fondés sur des résultats insuffisants ou même qui étaient biaisés. Les journalistes se fient souvent sur les communiqués de presse qui, malheureusement, manquent souvent le résumé avec précision les résultats de l'étude. Alors, les journalistes, avant de publier de la merde, faites votre job. C'est un peu à cause de vous que les gens sont toujours mêlés. Sur ce, j'espère que ça clarifie plusieurs choses sur les études, les articles scientifiques et la science en général. Cette vidéo-là a été possible avec l'aide d'examine.com qui a publié un super bon guide, s'appelle How to Read a Study, et la plupart des informations de cette vidéo-là ont été prises sur cette publication-là. Encore une fois, merci d'être à l'écoute, merci de liker, t'inscrire à la chaîne d'Athletic Science et surtout de partager cette vidéo. Honnêtement, je commence à être un peu tanné de voir du bro science, du cherry picking ou même du déni de la science, surtout dans notre domaine. Alors, c'est de mon avis, partage au plus grand nombre de personnes possible. Je m'appelle Philippe Bellefeuille, je te souhaite une bonne journée. Ciao!